France est blessée dans son orgueil propre depuis vendredi dernier. Elle n'a pas encore fini de compter ses morts à la suite de 7 attentats perpétrés vendredi dernier à Paris. On dénombre à présent au moins 129 morts, 352 blessés et 99 personnes dans un état d'urgence. Ces attentats ont été revendiqués aux dernières nouvelles par l'État islamique et sur place au Cameroun. Les populations vivent carrément la peur dans le ventre. En début de ce mois de novembre, par exemple, 3 civils et 2 femmes kamikazes ont été tués au cours d'un attentat suicide près d'une mosquée à protocole. 2 civils ont également été tués et 14 autres blessés dans la localité tchadienne de Dungumboua, dans la région du lac Tchad, à la suite de l'explosion de 2 femmes kamikazes appartenant au groupe islamiste Boko Haram. Des éléments et bien d'autres qui nous ont poussés à remettre une fois de plus sur la table du débat de ce dimanche la problématique du terrorisme et des défis sécuritaires en Afrique et en particulier au Cameroun. En deuxième partie, nous allons revenir sur le rôle et la place de l'opposition camerounaise à l'heure où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est engagé dans les opérations de renouvellement de ses structures de base où sont passées les autres formations politiques. Et dans la troisième partie de cette émission, nous allons parler de l'actualité du football au Cameroun. On le sait depuis vendredi dernier, les Lions indomptables du Cameroun ont fait honneur à leur rang en s'imposant facilement 3 buts contre 0 face à l'équipe du Niger à l'extérieur. 3 buts inscrits par Mbia, Aboubakar et Sali en 4 minutes en première période. Le match retour se déroulera le 17 novembre prochain à Yaoundé. Est-ce le temps de la relance? Les Lions indomptables sont-ils nés de leur centre? Soulignons que cette victoire, qui arrive après le verdict du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui a invalidé l'ensemble du processus électoral qui a abouti à l'élection de Tombi Aroko à la tête de la FECAFOOT, a été quelque peu ternie. Que va-t-il se passer actuellement? Voilà des questions et bien d'autres que nous allons aborder dans la troisième partie de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcus Mandeki. Bonsoir. Bon après-midi, Monsieur Nyopin. Bon après-midi à toutes les personnes qui nous regardent et nous espérons que nous allons pouvoir débattre et être à la hauteur des différentes thématiques que vous nous avez présentées tout à l'heure. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas reçu sur ce plateau. Une chose est sûre, vous étiez certainement à l'installation du tout nouveau gouverneur de la région du littoral. Quels sont les défis qui attendent M. Diva Dubois? Ben, je n'ai pas assisté à cette installation parce que je me trouvais à Yabassi pour un week-end qui avait précédemment commencé le vendredi. De manière concrète, je n'attends rien du nouveau gouverneur parce qu'il sera dans la continuité de l'INESI, qu'incarne l'administration camerounaise. Je pense qu'il faille que nos dirigeants essaient d'intensifier la décentralisation, c'est-à-dire de renforcer les pouvoirs des collectivités locales, parce qu'au fait, les villes doivent être dirigées par des magistrats municipaux qui ont une certaine légitimité de la base. Bon, du gouverneur, sincèrement, je n'attends rien de lui, donc, parce qu'on n'a pas déjà fait le bilan de celui qui l'a précédé. Donc, je souhaite simplement qu'on puisse continuer dans une certaine stabilité, c'est-à-dire que de nous renforcer. Nous avons en face de vous ce soir André Luther Meka, qui est sociopolitiste, par ailleurs militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir André Luther. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui tous les dimanches regardent cette émission avec abnégation et dévouement. Je vous renverrai la même question. Diva Dubois quitte la région de l'Est pour la région du littoral. Les défis ne sont pas les mêmes. À l'Est, il y avait le problème du braconnage, mais également la lutte contre le virus Ebola. Maintenant, dans le littoral, il y a beaucoup plus d'insécurité, le désordre urbain et plusieurs autres mots. Est-ce que vous pensez que Samuel Diva Dubois est l'homme de la situation? Disons que c'est un gouverneur qui connaît très bien le littoral, puisqu'il a été sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, préfet d'Uncam. Donc, certainement, c'est un administrateur civil qui connaît les dossiers de la région. Je crois qu'il va continuer dans la continuité, excusez-moi, de la répétition de Joseph Betty Assoma, le ministre, aujourd'hui ministre en charge de la Défense.
D'abord, cette continuité commence dans la pacification de la ville de Douala, parce qu'il faut savoir que la ville de Douala a toujours été perçue comme une ville rebelle. Et à l'époque de Fayengo, on a eu l'impression que le volcan bouillait. Et lorsque Betty Assomé est arrivé, il y a eu une pacification. Donc il s'agit donc, pour cet administrateur chevronné, de continuer à travailler avec toutes les forces vives du littoral, notamment les forces vives sur le plan politique, que ce soit les partis au pouvoir, que ce soit le parti opposition, la société civile, qui est très foisonnante dans la ville de Douala. Il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir faire en sorte que cette plateforme se constitue dans la paix et dans la sérénité. Et je crois que cette sérénité a été retrouvée lorsque, évidemment, il y a eu des remous, il y a eu des rumeurs de la présence de Boko Haram dans la ville de Douala. Je crois qu'à l'époque de Betty Assomé, cela a été jugulé, et je crois qu'il va continuer dans ce sens à sécuriser la circulation des personnes et des biens, et également à faire en sorte que la ville de Douala soit une belle ville. Vous savez qu'il y a un certain nombre de problèmes sur le désordre urbain, sur les querelles qu'il y a dans les marchés, la gestion des marchés. Je crois qu'il va prendre le taureau par les cornes et pouvoir apporter effectivement la vision de l'administrateur chevronné qu'il est. Donc j'ai beaucoup d'espoir à la vérité à ce gouverneur qui a de l'expérience, parce qu'il ne vient pas également d'une région qui était tout à fait, qui se la coulait douce. La région de l'Est, comme nous savons, a été à l'emprise d'un certain nombre de rebelles, d'un certain nombre de tumultes, et je crois qu'il est sorti de là haut la main, et je crois que c'est le même travail qui va abattre certainement dans la région du littoral. Voilà, il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter beaucoup de chance dans cette région, quand c'est très rebelle. On espère simplement qu'il sera à la hauteur des missions qui lui sont assignées. Il connaît suffisamment la région du littoral pour y avoir séjourné quelque temps. Et on sait également que c'est un nombre de points, et on l'a vu, même avec les rebelles de la CDK, suffisamment outillés pour conduire à bien, je crois, les missions qui lui seront ou qui lui ont été assignées par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. C'était lors de son installation le 13 novembre 2015. Voilà pour ce qui est du tour et des sujets qui seront posés sur la table du débat. Madame, monsieur, retrouvons-nous juste dans un instant pour la suite. Je le disais encore à l'entame de cette émission, la France a été touchée dans son orgueil propre depuis vendredi dernier. On dénombre à ce jour 129 morts et près de 352 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir parce qu'il y a pratiquement 99 personnes dans un état d'urgence en réanimation. Donc la situation pourrait évoluer dans les heures qui suivent. La police française s'est suffisamment engagée pour savoir ce qui s'est exactement passé. Pour l'instant, il n'y a qu'un des terroristes qui a été formellement identifié, et sa famille mise en débête pour besoin d'enquête. On espère jusque-là que la situation ne va pas s'alourdir pour ce qui est du bilan, parce que toute la communauté internationale a quand même coulé une larme face à ces innocents qui sont une fois de plus tombés de ce côté-là. Je vous propose de faire un tour du côté de la réalisation pour revivre en quelques minutes ce qui s'est exactement passé en France. Revenons à présent sur le déroulé des événements de la nuit dernière. 6 attaques sont menées en l'espace de 40 minutes à Paris et aux abords du Stade de France. Un groupe de plusieurs hommes armés fait irruption au Bataclan, une salle de spectacle où a lieu un concert de rock devant 1500 personnes. Les assaillants ouvrent le feu sur la foule au cri de Allahu Akbar et prennent les spectateurs en otage. Daniel Pseni, un journaliste du Monde, filme la scène depuis sa fenêtre. Les spectateurs tentent de fuir comme ils le peuvent. La police donne l'assaut vers minuit et demi. Le bilan est très lourd. Au moins 82 personnes ont été abattues. Les 4 assaillants sont tués, dont 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs fusillades ont également lieu dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. À 21h30,
Des hommes tirent sur des personnes attablées à la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge rue d'Alibert, faisant 14 morts. Même mode opératoire, 10 minutes plus tard, rue de Charonne, 18 personnes sont tuées à la terrasse d'un café et dans la rue. Rue de la Fontaine-au-Roi, 5 personnes sont abattues à la terrasse d'une pizzeria. Une attaque fait une autre victime, boulevard Voltaire. Le kamikaze est mort. Les hôpitaux de Paris déclenchent alors le plan blanc d'urgence et de crise. Le bilan provisoire fait donc état de 128 morts et de près de 200 blessés. Une centaine d'entre eux seraient toujours dans un état critique. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'état d'urgence a été décrété dès hier soir par François Hollande, alors même que la prise d'otages se poursuivait au Bataclan. 1500 militaires ont été appelés en renfort pour venir appuyer les 30 000 hommes déjà mobilisés et déployés autour des sites sensibles depuis les attentats de janvier dernier, avec l'activation du niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Et vous là-bas là, oh! Un peu plus tôt dans la soirée, des explosions se font entendre aux abords du Stade de France alors que se déroule la rencontre de football France-Allemagne. 3 explosions retentissent. François Hollande est prévenu et exfiltré. Une personne est tuée ainsi que 3 kamikazes qui ont perpétré des attentats suicides à l'extérieur de l'enceinte du stade. Les 80 000 spectateurs évacuent les lieux en chantant la Marseillaise comme un acte de résistance. D'autres préfèrent rester sur la pelouse en attendant d'évacuer en toute sécurité. Toutes les manifestations sportives ont été annulées ce week-end. Là on est à l'ouest. Voilà, merci à la réalisation qui nous a quand même permis d'avoir une idée assez globale de tout ce qui s'est passé de ce côté. C'était suffisamment fort. Hein. Ce sont des images qui ont pratiquement fait le tour du monde. On sait qu'à l'heure où nous parlons, beaucoup de chefs d'État sont allés au chevet de la France pour apporter leur soutien. Même le chef de l'État s'est adressé un courrier. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a adressé un courrier justement dans ce sens-là pour souligner la compassion de l'État camerounais ainsi que la sienne. Toujours est-il qu'on est très au fait de ce qui se passe de l'autre côté. On espère simplement que d'ici à là, le bilan ne va pas s'alourdir parce que 129 morts et 99 personnes dans un état d'urgence, cela fait quand même paniquer. André Otormeka, vous avez également vu ce qui s'est passé du côté de la France. Comment l'avez-vous vécu? Oui, c'était une nouvelle triste parce que chaque fois qu'une attaque essaie, n'est-ce pas, de détruire, de mener à volo la dignité humaine, on se retrouve vraiment touché parce qu'il s'agit effectivement de la dignité humaine. Et jamais la France a été aussi attaquée. On parle de 129 morts et on parle de près d'une centaine de blessés. Donc la situation est assez grave. La situation est assez grave parce qu'effectivement, lorsque j'ai suivi la déclaration de François Hollande qui a dit que la France est attaquée et qui a pris un certain nombre de mesures, dont la plus importante est l'état d'urgence. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis cette actualité, et nous constatons effectivement qu'il s'agit là des attaques terroristes du Daesh, avec effectivement pour base la Belgique, parce que à l'heure actuelle, il y a des informations qui font état de ce que la police belge a pu localiser un certain nombre de logis de terroristes en Belgique. Mais aussi, lorsque les informations nous parviennent, il s'agit aussi des attaques terroristes qui ont certainement une origine immédiate avec la Syrie, parce que il y a des informations qui font dire que lorsque le kamikaze s'est donné un holocauste, il a dit avant d'exploser que la faute c'est à la France, au président français, à la politique française qui s'est associée, n'est-ce pas, aux frappes en Syrie. Donc vous constatez effectivement que c'est la réponse du berger à la bergère à la France qui est engagée dans les frappes en Syrie. Mais quel que soit le mobile, quelle que soit la raison pour laquelle
la France a été attaquée, c'est inadmissible. C'est inadmissible et je pense, à mon humble avis, qu'il faut comprendre dès lors que le problème du terrorisme n'est pas seulement un problème africain, c'est pas seulement un problème camerounais, c'est un problème mondial. Et le chef de l'État l'a si bien dit menace globale, réponse globale. Voilà, attaque globale, réponse globale. Terrorisme aujourd'hui frappe au cœur de la France et je crois que la France elle-même doit s'interroger, doit effectivement se questionner sur la politique de la France vis-à-vis des pays étrangers. Donc je crois que, à mon humble avis, c'est une situation grave, cela amène des réflexions. Marcos Mandeke, comment peut-on expliquer ce qui s'est passé en France? Un précédent, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. 129 morts, 99 personnes dans un état critique, près de 352 blessés. On a comme l'impression qu'il y a quand même une sorte de grosse organisation autour. Comment n'a-t-on pas pu anticiper sur ce qui s'est passé vendredi dernier en France? Bon, tout d'abord, je m'incline devant la mémoire des disparus parce que chaque fois qu'une personne décède, c'est un mal, non seulement pour les familles auxquelles il appartient, mais aussi pour ses amis, bref, pour la société tout entière. Donc, j'adresse mes sincères condoléances aux familles ainsi qu'à la France. Maintenant, il faudrait quand même dire que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus capitaliste, où les intérêts sont de plus en plus suprêmes, où de manière visible et invisible, l'on fait du mal à autrui sans le vouloir et de manière sciemment. Je voudrais déjà dire que les terroristes peuvent balancer leur piste et montrer une piste qui n'est pas toujours celle vers qui il faudrait s'orienter, parce que si on a vu une carte d'identité appartenant à un Syrien, ou alors si on veut se référer aux propos de l'un de ces terroristes avant le coup, qui dit que la France, le président français est responsable à cause de son alignement contre la Syrie, c'est peut-être aussi une mauvaise piste qu'il voudrait montrer aux enquêteurs qui est loin de tout ça. Non, je voudrais quand même dire que nous sommes en politique. Et dans la politique, il faut faire des analyses au premier et au second degré. Et prendre un peu du recul. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire une analyse exacte de la cause, des raisons de cet acte ignoble. Dont je ne peux malheureusement pas me prononcer de manière directe sur les différentes causes de cet attentat, mais il faudrait quand même dire que du plus profond secret, la France a de toutes les manières des pistes qui peuvent être les raisons de cet attentat, que nous ne saurons peut-être pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de secrets que peuvent conserver les grands dirigeants du monde pour des raisons quelconques, peut-être pour éviter des grosses guerres ou alors pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'intérêts sur des zones de la planète quelconque. Donc pour le moment, je suis un peu réservé face aux causes, face à la raison de ces actes-là. Mais quand on regarde comment ce qui s'est passé en France, et on regarde, on interroge, on questionne, on tue toi-même, leur question, c'est que leur technique, sécurité en termes de prévention, en termes d'anticipation même, comment peut-on comprendre que la France, qu'on en soit arrivé à ce niveau, sans qu'ils aient eu la capacité de contrôler ou de contenir ces attentats-là? Disons que ce n'est pas le premier attentat, il y a eu d'autres attentats. Oui, il y a eu des attentats de Charlie Hebdo. Bon, c'était quand même dans une... Donc ce n'est pas le premier attentat, mais je crois qu'il faut qu'on soit résolument sûr et certain que le terroriste est dans la population, que le terroriste est un citoyen. Et dans la technique des terroristes, je crois qu'ils s'installent dans la ville, ils entrent dans les activités quotidiennes
et deviennent effectivement un citoyen jusqu'à ce qu'il arrive au forfait. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a eu certainement laissé aller, parce que depuis que je regarde cette actualité, les analystes français indexent la sécurité française et notamment le renseignement français, qui devait certainement être en branle et qui devait être sur le qui-vive. Je crois que ça a été effectivement un coup de surprise, et un coup de surprise et qui va certainement réveiller le renseignement français, qui va certainement réveiller les réseaux de sécurité française. Mais j'avoue que c'est un coup dur pour le gouvernement Hollande. Mais justement, parlant de cela, on a appris, toujours au cours de cet attentat, ou de ces attentats, que des gens qui ont commis ces attentats étaient déjà ciblés par les renseignements, ils étaient marqués, pour utiliser le thème qu'ils ont utilisé, étaient marqués, mais apparemment il y a plus de 5000 personnes marquées comme telles en France. À cette allure-là, est-ce qu'il est possible justement de lutter contre le terrorisme? Moi, je crois que c'est des pistes, c'est des discours politiques pour rassurer la population française qui en émoi, qui est vraiment touchée par cette situation. Ce que j'ai pu avoir comme information à travers les médias français, c'est qu'on a localisé effectivement les endroits où les terroristes logeaient, notamment en Belgique, et également pisté quelques familles qui étaient effectivement douteuses. Et je crois que cette mesure même, elle a été prise de pouvoir mettre des gens, assigner des gens en résidence surveillée par rapport à leur suspicion, par rapport à un certain nombre de choses qui peuvent être suspectées par la police. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un coup qui s'est répété, parce que cela a été, le coup s'est répété, je crois que d'après même les analyses, ils voulaient faire le coup au stade pendant le match. Ils n'ont pas pu effectivement accéder au stade, et ils ont ciblé les endroits où il peut y avoir des bistrots, où des gens peuvent se récréer pendant que le match se jouait, et ils ont effectivement eu gain de cause. Je crois que cela est une défaillance sécuritaire. Cela est une défaillance sécuritaire, et le président Hollande doit tirer toutes les conséquences d'une telle défaillance. Et je crois que sur le coup, la première mesure qu'il a pu prendre, c'était effectivement l'état d'urgence. Alors, on sait également que Nicolas Sarkozy a été reçu en audience à l'Élysée pendant pratiquement 1 heure, et il a proposé à François Hollande de prendre des mesures drastiques, et notamment des modifications de la politique de sécurité. C'est déjà un début de solution ou une proposition de solution viable? Vous voyez très bien que nous sommes sur une autre planète en France, c'est-à-dire que on voit le chef de l'État recevoir un de ses opposants pour pouvoir prendre une décision qui concerne la vie de leur pays. Non, je veux dire c'est un opposant, c'est-à-dire quelqu'un qui est opposé à la politique gouvernementale, mais qui fait des propositions pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui minent le pays. Non, je crois que c'est assez intelligent, parce que le président Sarkozy a sûrement un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire son état-major et les experts qui l'entourent ont un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre au président François Hollande de solutionner ce grand mal-là qui vient de frapper la France. Mais je dis, il est un peu inopportun de pouvoir totalement accuser les services sécuritaires. Vous savez, tous les systèmes construits par des hommes ont toujours des failles. C'est-à-dire qu'il est difficile qu'on puisse avoir des garanties absolues, que ce soit dans un véhicule, que ce soit dans un avion, ou alors dans tout système mis en place. Donc il y a toujours des failles, et vous savez très bien que l'ennemi peut être même à l'intérieur. On a souvent découvert que au sein des services de renseignement, au service de l'armée, on trouvait des agents doubles, c'est-à-dire des personnes infiltrées pour prendre non seulement des informations, mais aussi troubler les pistes sur lesquelles les différents enquêteurs, les différents responsables de ces services-là peuvent mener. Mais je crois que la France est un très grand pays. Elle saura se remettre de ce grand mal qui vient de la frapper en prenant un certain nombre de décisions
assez forte, sans complaisance pour le bien-être non seulement des Français, mais aussi de toutes les personnes qui vivent sur ce territoire, parce que vous savez très bien que l'Afrique est très représentée en France, donc ce mal-là nous concerne dans une très très grande mesure. Voilà, nous étions en communication avec plusieurs de nos frères et sœurs qui résident dans ce pays, frères et amis, on les appelle nos ancêtres des Gaulois. Toujours est-il que cette actualité française est venue reposer le problème du terrorisme en Afrique centrale, notamment au Cameroun. On sait que les populations vivent depuis un temps pratiquement la peur dans le ventre, et on sait également qu'au début du mois de novembre, 3 civils et 2 femmes kamikazes ont été tués au cours d'un attentat suicide près d'une mosquée à Fotokol. 2 civils ont également été tués et 14 autres blessés dans la localité tchadienne de Ngombo, dans la région du lac Tchad, à la suite d'une explosion de 2 femmes kamikazes appartenant au groupe négationniste Boko Haram. Alors, quand on regarde justement la France, avec ses mesures de sécurité, avec son système de proaction, quand on regarde un certain nombre d'éléments, et on lit le bilan qui a été causé par ces attentats-là, est-ce que déjà en Afrique, et notamment au Cameroun, on a 10 fois raison d'avoir peur? Disons qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que ce terrorisme a d'abord commencé à s'être installé en Afrique. Et nous sommes l'un des pays qui a apporté une réponse assez efficace au terrorisme. Vous savez que d'après les informations que nous avons eues, c'était une stratégie tout à fait bien peaufinée depuis belle lurette de pouvoir asphyxier le Cameroun à travers l'Est et le Nord, et le Grand Nord. Et je crois que le front de l'Est est en train d'être gagné et le front du Nord est en train d'être gagné. Et certains analystes géostratèges pensent même que l'essoufflement que Boko Haram a eu aux frontières, ils ont changé de stratégie pour revenir dans les kamikazes, qui semble un peu une nébuleuse où il est difficile à contrôler. Donc, lorsque le chef de l'État disait si bien au Conseil à la réunion de sécurité à Paris qu'il déclare la guerre à Boko Haram, il a été très effectif. Et aujourd'hui, je crois que cette psychose qu'on a voulu implémenter, qu'on a voulu inoculer aux Camerounais est en train de disparaître, et je crois que le Cameroun tient ferme. Donc je ne crois pas qu'on doit avoir peur. Je crois que nous devons déjà avoir une solidarité mondiale avec la France, notamment les États-Unis, pour enrayer cette gangrène qui n'est pas seulement un problème africain. Aujourd'hui, ça devient un problème mondial. Et lorsque nous entendons qu'il y a des rumeurs de grandes puissances qui soutiennent le terrorisme pour des enjeux pétrolifères, pour des enjeux diamantaires, pour des enjeux de contrôle de la gouvernance africaine, nous disons que c'est un leurre, parce qu'effectivement, vous connaissez l'histoire de Frankenstein, on a créé le monstre et finalement le monstre a voulu ou a finalement mangé son créateur. Donc, automatiquement, c'est un danger. Et aujourd'hui, en toute sincérité, Thierry, nous devons questionner le problème du terrorisme. Parce que lorsque j'analyse ce phénomène, effectivement, l'Occident, la France, pour ne pas dire la grande puissance occidentale, a toujours voulu avoir une mainmise, un contrôle dans la gestion des peuples, a toujours voulu une mainmise, un contrôle dans la gouvernance des peuples. Je crois que le Moyen-Orient voudrait une indépendance. Le Moyen-Orient ne voudrait pas que l'Occident contrôle sa gestion, ne voudrait pas que l'Occident s'ingère dans ses affaires. Je crois qu'ils sont en train de prôner le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là-bas, ils enrôlent cela dans la guerre spirituelle, en disant qu'ils vont aller au sacrifice suprême de leur propre sang pour la libération du Moyen-Orient et de leurs États, en disant que c'est une guerre qui est couronnée par Allah. On peut appeler ça dérive sectaire, on peut appeler ça la folie sectaire, mais automatiquement il y a un fond. Et c'est ce fond-là que nous devons saisir pour pouvoir mieux l'analyser, pour pouvoir mieux l'enrayer.
Avant que d'aborder justement sur le deuxième aspect qui a été développé par André Tormeka, sur le fondement même de ces mouvements terroristes qu'on enregistre justement au quotidien, que ce soit du côté de l'Occident, que ce soit du côté de l'Afrique, je vous renvoie la même question. Est-ce que sur le plan local, les Africains, notamment les Camerounais, ont de fortes raisons d'avoir 10 fois peur, parce que depuis samedi, justement, depuis vendredi, hier samedi, c'était pratiquement la grande psychose. Tout le monde se dit, mais écoutez, si la France a été attaquée en plein cœur, qu'adviendrait d'un pays comme le Cameroun, que deviendrait notre pays face justement à ces islamistes déterminés? Non, je disais tantôt que nous sommes dans un monde assez où le capitalisme est devenu est outrageant, c'est-à-dire où les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire les islamistes ou alors les terroristes qui frappent la France ne frappent pas l'Afrique pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de motivations. Vous savez très bien que la France est engagée à travers le monde entier pour des intérêts économiques. Et cela ne se fait pas toujours de gaieté de cœur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui se sentent blessées, qui se sentent lésées, qui se sentent opprimées et qui trouvent que le moyen pour pouvoir apaiser leur cœur, c'est de se venger de manière très très violente. Maintenant, il y a une autre catégorie qui attaque un certain nombre de pays africains pour d'autres raisons. Ils peuvent être aidés toujours par des grandes puissances coloniales, parce que vous savez très bien que l'Afrique est un continent assez riche et dont les richesses ne sont pas encore totalement exploitées. Et il faudrait donc aller à la conquête du pouvoir politique. Et conquérir le pouvoir politique, c'est mettre des valets à la tête de ces différents États. On l'a vu dans plusieurs pays en Afrique. On l'a vu en Libye, où la France a exfiltré pratiquement Muammar Kadhafi. On l'a vu en Côte d'Ivoire, où Gbagbo a été illégitimement chassé du pouvoir. Donc on peut citer un certain nombre d'États où les puissances coloniales décident de mettre des personnes qui vont sauvegarder non seulement leurs intérêts, mais qui vont leur permettre davantage de piller le sol, le sous-sol et toutes les autres richesses. Maintenant, pour d'autres, vous savez, on peut fabriquer une arme qui se retourne contre vous. Lorsque vous l'exploitez mal, lorsque vous ne parvenez pas à l'entretenir, c'est comme un chien. Si vous avez une période une heure à laquelle vous lui donnez à manger, si vous ne respectez pas ce programme-là, le chien qui est censé être votre serviteur va pratiquement vous mordre. Donc c'est un peu ce jeu-là qui nous met en émoi aujourd'hui, c'est-à-dire que des serviteurs jadis fidèles à leur maître qui n'ont pas été bien entretenus, qui prennent aujourd'hui des positions malheureusement regrettables. Vous pensez justement que c'est la conséquence de la politique française, que ce soit dans le Moyen-Orient ou dans la partie ou en Afrique, qui sera la conséquence ou la cause de ce qui est en train d'arriver à ce pays, frère et ami? Moi, je ne sais pas de quoi il parle. C'était tellement calfeutré que je me demande, il faut qu'il soit très clair. Bon, son analyse peut être perçue d'une certaine manière. Non, je crois que le véritable problème, il y a d'abord ce que Georges Ballandier appelle les forces du dedans et les forces du dehors. Dans les forces du dedans, on peut analyser cela sur la forme des batailles, du contrôle de l'accumulation des richesses, de la distribution des richesses, notamment l'exploitation des richesses en interne sur le plan interne. Les forces du dehors, effectivement, ce sont des forces des puissances coloniales qui, pour des enjeux géostratégiques, voudraient avoir la main mise dans cette accumulation, dans cette distribution, dans cette exploitation des richesses. Donc on ne peut pas... C'est cela que Marcos Mandeka semblait dire, tout en précisant justement que c'est ce monstre qu'on a fabriqué, malheureusement, qui pourrait peut-être être en train de dévorer son maître, peut-être parce qu'il n'a pas eu à respecter tous les engagements qui avaient été pris au départ. Non, j'étais en train d'expliquer cela pour démontrer effectivement
il peut y avoir adéquation entre la dynamique du dehors et la dynamique du dedans, comme il peut y avoir effectivement une cassure, une rupture. Ouais. Donc, je peux être d'accord partiellement, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des leaders qui ont émergé et qui ont échappé au contrôle, n'est-ce pas, de la France. Je vais vous parler de Sankara, je vais vous parler même de Kadhafi qui a échappé au contrôle de la France et dont la France a été obligée de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir étouffer ou sortir, les faire sortir du circuit gouvernemental, du circuit administratif. Ce qui est important de savoir, c'est que ceux qui ne sont pas visionnaires et qui ne vont pas comprendre cette perspective seront effectivement hors sujet. L'ordre du monde aujourd'hui voudrait que les peuples disposent d'eux-mêmes, qu'ils puissent pouvoir prendre en main leur destin. Et je crois que j'ai eu l'impression que lorsque Sarkozy arrivait, lorsqu'il parlait, il disait que la France-Afrique doit être abolie, la France-Afrique doit être revue. J'ai eu à penser qu'il a compris cet ordre du monde, mais j'ai eu l'impression qu'en le disant, il voulait le renforcer. Il voulait même plutôt réinstaller un nouveau ordre de France-Afrique. Et ce qui lui a valu, c'est que ça lui a valu. Donc, il ne faut pas aussi croire que les Africains sont des laquais, des valets, qu'ils acceptent tout. Non, je crois qu'aujourd'hui, la sanction qui est arrivée à Sarkozy est une sanction effectivement où il s'est très mal embrassé, s'est mal pris vis-à-vis de l'Afrique et cela a été remarqué dans effectivement sa gouvernance. Ce que je veux dire qui est important, c'est de savoir que le terrorisme, puisqu'il s'agit du terrorisme, part d'un certain nombre de revendications. Vous savez très bien qu'au Nigeria, c'est les enfants du Nord qui ont été marginalisés par les ressources pétrolifères et qui se sont constitués en une menace par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, je commence à comprendre effectivement qu'au Nord Cameroun, c'est également les enjeux pétrolifères, les enjeux de gouvernance, les enjeux de contrôle du Cameroun qui sont en train de pouvoir faire en sorte que... Qui sont endogènes ou exogènes? Moi, je les appelle des sous-traitances. C'est-à-dire qu'ils sont allés prendre une sous-traitance nigériane pour pouvoir embellificoter le Cameroun. Et heureusement que le chef de l'État, qui est un homme lion, est à la mesure de la tâche. Comment peut-on expliquer justement que cette sous-traitance fait allégeance justement à l'État islamique qui est en train de revendiquer ce qu'on vit en France? Non, je crois que c'est le Boko Haram nigérian qui a fait allégeance à l'État islamique. Vous séparez le Boko Haram du Nigeria à ce qui se passe au Cameroun? Monsieur Thierry Nyopé, il est tout à fait impensable, inadmissible que des Nigérians viennent s'aimer du désordre au Cameroun. Alors, il y a deux hypothèses. Soit les Nigérians viennent s'aimer du désordre au Cameroun en complicité avec les Camerounais, auquel cas cela serait impossible parce que pour la simple raison élémentaire qu'ils vont atterrir dans un territoire, ils vont habiter dans une maison, automatiquement ils seront identifiés. La deuxième hypothèse, c'est que ces Camerounais partent faire des deals avec Boko Haram et opèrent dans leur territoire, puisque connaissant leur territoire, connaissant la population qui y vivent. Alors des deux hypothèses, il est clair que les Camerounais sont complices là-dedans. Partager cet avis, Marcos Mandeki. À cette allure, on a comme l'impression justement que le terrorisme est un fait endogène et non exogène. Donc on ne saurait faire le lien entre ce qui s'est passé en France avec ce qui se passe au Cameroun au quotidien, avec les filles de Simbo qui avaient été enlevées, avec les attentats qui se passent justement au Tchad, encore tout récemment au Niger ou au Nigeria. Est-ce que chaque région ou chaque pays a ses spécificités? Je crois que c'est ce que j'ai développé précédemment et mes propos ont été renforcés par ceux de M. Meka. Et je me réjouis aujourd'hui qu'il dise ce qu'il a dit là, ce que nous disons depuis très fort longtemps, que le Boko Haram du Cameroun est un Boko Haram politique qui est là pour mener une guerre de succession, pas une guerre d'alternance, mais une guerre de succession dont les différents acteurs, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. Les différents acteurs se retrouvent au sein du sérail de l'ordre régnant, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Souvenez-vous déjà que le président de l'Assemblée nationale, qui était, lors de ces propos-là, était la seconde personnalité de l'État, puisque le Sénat n'était pas encore mis en place, avait déclaré que le Boko Haram sont parmi nous. Hein? Il avait été suivi par une certaine élite de la Léquier
qui avait demandé à ce qu'on puisse mener une enquête auprès d'un certain nombre de Camerounais pour voir réellement d'où vient le Boko Haram camerounais. Donc je l'ai dit, les motivations ne sont pas les mêmes. Voilà, que lorsqu'on trouve des terroristes en Amérique, lorsqu'on les retrouve en France, ou bien si on les retrouve en Afrique, les motivations ne sont pas les mêmes. Et il faut pouvoir faire la part des choses. Mais je crois que il y a un sentiment toujours d'injustice, il y a un sentiment de recherche du pouvoir, qu'il soit politique ou économique. De toutes les façons, lorsqu'on cherche le pouvoir politique, c'est pouvoir dominer aussi le pouvoir économique. Donc, nous devons être quand même sereins, nous devons être assez matures. Et je l'ai dit tout à l'heure que je me réjouissais déjà du fait que le président François Hollande ait pu inviter son opposant principal à une discussion, à un échange pour pouvoir trouver des solutions. C'est ce que l'opposition camerounaise a réclamé il y a quelque temps au président Paul Biya, de s'asseoir autour d'une table, que ce soit les partis politiques, la société civile, les personnalités indépendantes, parce qu'ils sont très nombreux là, ces Camerounais qui ont quand même une certaine expertise. On a vu le développement de M. Meka tout à l'heure, qui semble quand même avoir un certain nombre d'éléments assez objectifs qui trouvent le fondement ou alors la genèse de Boko Haram du Cameroun. Donc il y a des Camerounais qui ne sont pas du RDPC ou alors qui sont peut-être du RDPC mais qui n'appartiennent pas au cercle très renfermé, mais qui par leur intelligence, par leur expérience de la vie, peuvent apporter des pistes de solutions pour pouvoir éradiquer ce mal-là qui nous ronge. Parce que lorsqu'on tue au nord, c'est pas un nordiste, c'est pas un musulman. Lorsqu'on tue au nord, on tue un cousin, on tue un opérateur économique qui sûrement apporte beaucoup au pays, on tue un enseignant qui est là pour former. Vous savez très bien que Boko Haram aujourd'hui nous a contraints à fermer plusieurs écoles dans la partie nord du pays, ce qui est quand même un très grand dommage pour des jeunes Camerounais qui auraient pu être formés. Et vous savez que lorsqu'un jeune n'est pas formé, il devient très dangereux pour la société. Donc nous devons tous nous mobiliser pour mettre un terme à ce mal qui ronge le Cameroun, qui est Boko Haram. Nous devons nous mobiliser pour que les attentats cessent d'exister à travers le monde entier, parce qu'il y va de nos intérêts personnels, de l'intérêt même de la société tout entière. Bon, j'étais un peu... il y a un petit décalage, juste un petit glissement dans son analyse. On ne peut pas dire effectivement qu'il s'agit d'un problème de succession. Parce que s'il s'agit d'un problème de succession, il s'agirait effectivement d'un groupe rebelle avec un leader, effectivement, qui s'autoproclame et qui donne son projet politique et ses ambitions. Alors, quand vous parlez donc de sous-traitance, qui sous-traite? Lorsque je parle de sous-traitance, il s'agit effectivement d'une mafia, d'un business. Parce qu'il faut savoir qu'au fond, même, il s'agit d'un business. C'est-à-dire que les informations que j'ai et les analyses que je fais, les coupeurs de route se sont convertis effectivement en Boko Haram et ils ont pu aller négocier la licence du label Boko Haram pour pouvoir être protégés par cette maison. Mais tout le monde sait que les coupeurs de route avaient des meneurs, avaient des têtes de file. Oui, tout à fait. Mais là, ça devient un peu plus complexe et plus compliqué pour que les gens puissent se dégager de fil. Et lorsque j'analyse la situation, effectivement, il y a eu des messages qui sont passés. Il y a eu le message socio-économique où on disait qu'il faudrait développer le Grand Nord parce que le Grand Nord est suffisamment pauvre et la jeunesse est le terreau de recrutement. Ce message était diffusé par les coupeurs de route? Non, mais par effectivement les populations du Grand Nord. Ce n'était pas les Boko Haram. Alors, excusez-moi, les populations, c'est également que les élites du effectivement. Grand Nord ont tenu et un discours, il y a quand même il y a quand même un certain nombre d'actions qui me semblent un peu, j'allais dire, un peu amusant, un peu abracadabrant, où effectivement il faut des troupeaux. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est un groupe effectivement qui a besoin de s'alimenter et qui de temps en temps est à bout de ressources, donc automatiquement qui n'est pas suffisamment financé. Et à une époque on a eu l'impression que la prise des otages
était un moyen de business où des gens, ce groupe s'autofinançait. Et les Camerounais, de façon intelligente, se sont demandé comment les gens partent négocier jusqu'au Nigeria et reviennent avec des otages. Ils mettent l'argent dans quelle banque? Est-ce qu'il y a une traçabilité de cet argent? Comment les gens viennent récupérer cet argent? Nous savons très bien que le système bancaire peut nous permettre de retracer ceux qui ont reçu cet argent. Ce qui peut arriver à la conclusion qu'il s'agit aussi d'un business, un business camerounais, et de moins en moins, effectivement, un problème de succession. Ou alors, on peut arriver à l'hypothèse qu'il s'agit effectivement d'un chantage pour qu'effectivement on puisse se retourner vers eux et pouvoir négocier un remodelage ou un reprofilage des élites du Grand Nord. En aucun cas, je n'ai vu une rébellion, parce que la rébellion, ça doit avancer. La rébellion doit progresser pour arriver au cœur, n'est-ce pas, des institutions, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas, de façon scientifique et objective, dire qu'il s'agit d'une rébellion pour un problème de succession. Je crois qu'il s'agit d'un groupuscule ou d'un groupe qui est armé et qui, effectivement, a des enjeux socio-économiques. Toujours est-il que le problème, au fond, vous êtes entendu au moins là-dessus, la crise ou les attentats que nous avons vécus en France depuis vendredi dernier, et même un peu plus avant avec les attentats de Charlie Hebdo, ne sont pratiquement, n'ont pas la même teneur, la même force, le même poids que ce qui se passe en Afrique, notamment au Cameroun, où, vous l'avez certainement souligné, hein, où la bataille est beaucoup plus endogène, donc le terrorisme au Cameroun est susceptible d'être contrôlé et contrôlable, vous le dites. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est susceptible d'être, il est même déjà contrôlé. Il est déjà contrôlé, il est contrôlable. Mais ce que nous remarquons, c'est que les enjeux socio-économiques et de ce terrorisme diffèrent selon il y a eu des attaques à Paris, selon qu'il y a eu des attaques au Niger, selon qu'il y a eu des attaques au Cameroun. Et vous allez constater effectivement que ce n'est pas les mêmes revendications, ce n'est pas les mêmes pistes de revendication. D'accord. Donc, Marco Mandeki, il est possible que le terrorisme, quand même, tel que nous le vivons au Cameroun, soit vaincu, au-delà des apports multiformes de la Russie, des États-Unis et même de la France. Il est possible quand même que de manière locale, qu'on puisse circonscrire ce qui se passe dans le Grand Nord. Ben, de toutes les façons, la vérité est connue, même si M. Meka refuse d'aller au bout de ces analyses assez pertinentes. Je crois qu'il refuse volontairement parce que pour un certain nombre de raisons de cracher le morceau. Non, moi je voudrais dire que pour la conquête du pouvoir, il y a plusieurs manières. Nous avons choisi la méthode institutionnelle, c'est-à-dire appartenir à des partis politiques. Appartenir à des partis politiques, présenter nos programmes, faire des propositions et mener des critiques objectives. Il y en a qui décident de prendre des armes, d'utiliser des moyens insurrectionnels. Donc vous comprenez très bien que chacun a ses motivations, parce que nos compatriotes du Nord ne peuvent pas mener des revendications pour leur bien-être s'ils ne sont pas à la tête du pouvoir politique. Donc c'est ce qui les intéresse, prendre le pouvoir politique pour pouvoir davantage développer leur localité. Ça, c'est pas un secret. Mais maintenant, ce que tu peux nous donner les têtes de liste de ceux qui veulent prendre le message que nous diffusons, nous disons quand même, dans leur pouvoir, dans leur volonté d'acquérir le pouvoir, il y a des morts qui tombent tous les jours. Ce qui est désolant. Voilà, ce qui est désolant, ce qui est blessant pour nous autres. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des cousins, ce sont nos époux, ce sont nos frères, ce sont des enseignants. Bref, on y retrouve parmi les morts tous des membres de tous les corps de métier. Et ce qui est un frein au développement de notre nation. Lorsque vous voulez le pouvoir, il vaut mieux vous exprimer, manifester votre volonté et demander à la population de vous suivre de manière institutionnelle, de manière pacifique. Et je crois que même si aujourd'hui le système démocratique, le système électoral n'est pas quand même assez conforme, cela ne saurait être une raison pour pouvoir complètement se radicaliser et prendre les armes pour laisser sur le chaos
des morts de trop, des morts de plus. Je crois que le Cameroun a déjà mené quand même ces guerres d'indépendance et que plusieurs sont morts pour pouvoir nous mettre au niveau où nous nous retrouvons aujourd'hui et que ce n'est pas nécessaire de laisser encore d'autres morts. Sur le carreau. D'ailleurs, le chef de l'État l'a souligné avec beaucoup d'emphase. On n'a plus besoin de prendre le maquis pour s'exprimer au Cameroun et il le démontre à suffisance d'ailleurs à travers ce qui se passe même au sein de sa formation politique qui est lancée depuis pratiquement un mois et demi dans les opérations de renouvellement de ces organes, de ces structures de base. L'opération bat sérieusement son plein sur le terrain. On sait effectivement que les batailles de positionnement sont tellement âpres à se demander si le RDPC n'en sortira pas quelque peu ébranlé dans cette opération. André Tormeka, vous êtes sociopolitique, c'est vrai, mais vous êtes également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment cela se déroule sur le terrain? Disons que les différentes listes se constituent. Les militants sont en branle, ils sont mouvementés. Et ce qui est intéressant dans ce déroulement, c'est que effectivement la campagne se passe très bien. Et je peux vous dire qu'il y a les débats sur effectivement le comportement, sur le projet politique d'un certain nombre de leaders. Bon, il y a aussi quelques intrigues, ça ne peut pas manquer en politique. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu des déchirures, des cassures totales, ou des insultes, ou des menaces véritablement de mort, comme cela existait à l'époque. Donc je crois que le RDPC a déjà une maturité politique déjà, où nous pouvons déjà voir des renouvellements se passer sans trop de cassures, sans déchirures, sans menaces de mort, et c'est très intéressant. Ce qui est encore très intéressant, c'est de remarquer que le RDPC, fidèle à sa politique de rassemblement, effectivement reçoit les militants de tous bords, de l'Est à l'Est, du Nord au Sud, qui s'inscrivent. Et, contrairement à ce que les gens pensent, il y a un renouvellement qui est un signe de dynamisme, qui est un signe d'élan démocratique. Parce que renouveler les instances des organes de base et des organes spécialisés, c'est démontrer que le parti a une vie démocratique où on peut élire de façon démocratique un responsable politique. Et c'est ce qui est apprécié parce que à chaque fois, on évalue, on apprécie, le militant évalue, apprécie son leader politique immédiat. C'est très intéressant et je crois que c'est un jeu qu'il faudrait mettre à l'actif du président Paul Biya qui démontre que le RDPC est un parti démocratique et qui vit. Savoir que vous dites qu'il n'y a pas de division, contrairement à ce que nous avons vécu sur le terrain et selon les informations qui nous parviennent, on sait justement que le RDPC a les preuves de ces divisions depuis un certain temps. Marcus Mandeki, avec André Tomeka, je parlerai justement de cet aspect, mais avec vous, j'aborderai un autre qui est suffisamment également intéressant. Le RDPC en mouvement, comme on l'a proposé comme thème justement dans cette deuxième partie, le RDPC en mouvement. Où sont passées les formations politiques de l'opposition? Je suis un peu très désolé pour... Les formations sont dans l'agonie. Pour monsieur... Monsieur Meka? Pour monsieur Meka qui est certes très intelligent, mais manque toujours de lucidité lorsqu'il faut parler du RDPC. Non, on a vu quand même Aïdéa, la sénatrice suppléante, Madame Yedna, dit à haute et intelligible voix qu'elle a reçu des menaces de mort et qu'elle irait au bout de sa candidature à la présidence de la section. Oui, je vais y revenir. On a vu l'ancien adjoint au maire Jean-Claude Thulen, pour ne pas le citer, déclarer qu'il y a parmi les candidats des repris de justice, des gens qui ont été condamnés, ceux qui sont au tribunal criminel spécial, et que le test, il n'a pas cité de nom, mais nous sommes des acteurs politiques, donc nous pouvons les identifier. Et il a clairement dit que les tests de leur président national ne permettaient pas justement que les militants qui sont victimes
de ces états des choses-là ne puissent pas briguer aux fonctions dans leur parti. Non. Bon, mais il y a un autre travail, hein, M. Marcos Mandeki, je ne vous coupe pas, il y a un autre travail au niveau des commissions électorales qui ont été mises sur pied. Il y a peut-être un travail de toilettage. L'ambition est légitime tant que les gens sont à l'extérieur et qu'ils peuvent constituer un dossier. Il est peut-être légitime pour ces personnes-là de le faire. À la commission maintenant de faire son travail. On sait par exemple que du côté d'une des Nord à Banganté, la candidate Célestine Ketia-Cortez a été écartée de la compétition simplement parce qu'elle a un dossier, elle a plusieurs dossiers sur la table de ou sur les tables de nos juridictions locales. Donc, voilà un cas patent qui démontre effectivement que la bonne ou la moralité douteuse peut poser quelques petits problèmes. Donc peut-être laisser les commissions faire également le travail. Vous choisissez le cas qui vous arrange. Non, je voulais dire que vous savez très bien que les commissions sont vides parce que les militants, bien sûr de ce parti-là, qui avaient été désignés dans les commissions, ont démissionné pour pouvoir être candidat. Parce qu'on Elles ont également été remplacées. Parce qu'on ne peut pas... Non, mais quand on remplace, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de permettre que ces gens qui sont remplacés, donc qui ont été choisis pour remplacer les démissionnaires puissent être aussi disponibles. Donc il y a aussi un problème du personnel politique au sein du RDPC, contrairement à certaines personnes qui pensent qu'il y a un renouvellement, il y a un engagement tout azimut au sein du RDPC. Non, le RDPC est véritablement en train de mourir parce qu'il ne représente plus, le RDPC n'a plus un discours qui fait rêver. Parce que je vais vous dire une chose, je reviens de Yabassi, j'y suis allé vendredi, je suis parti de Douala à 14h. Vous savez là à laquelle je suis arrivé à Yabassi, il était minuit quand je suis arrivé à Yabassi. Mais il y a pas moins de 23 boubiers sur un tronçon de moins de 50 km, c'est-à-dire de Bonepopa à Yabassi, ça, pas moins de 22 boubiers. C'est-à-dire à 10 km de Yabassi, nous avons passé plus de 5 heures de temps parce qu'il y avait environ 60 véhicules stationnés là. Vous êtes toujours dans pour la course. Non, c'est le RDPC, c'est le RDPC qui réglemente la vie de notre société, qui dirige ce pays. Vous estimez donc, que... comme pour dire qu'il est difficile aujourd'hui pour des gens de se réclamer véritablement du RDPC, parce que l'échec est assez grand. Regardez même dans les émissions, vous êtes journaliste, il n'y a que des personnes comme Meka qui ont encore ce courage-là de parcourir les plateaux télé et radio en se réclamant du RDPC. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de défendre le bilan du RDPC. C'est extrêmement difficile de porter des responsabilités, sauf si on veut prendre une responsabilité au sein du RDPC pour que la justice ne puisse véritablement pas vous inquiéter. Vous savez très bien qu'il y a parmi vos camarades, ils sont très nombreux comme ça, qui veulent devenir soit président de section, peut-être à l'avenir devenir député, pour que la justice ne puisse pas les embêter. Donc c'est un problème que vous devez... Donc c'est clair que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons militants. Je connais des militants du RDPC qui sont de très bons citoyens, des honnêtes citoyens, qui veulent le développement de leur pays. Ça, il y en a. Mais je veux dire qu'ils sont combien? Et même ceux qui sont honnêtes là, qui sont bien, est-ce qu'ils ont des responsabilités à la mesure de leurs capacités? Pas du tout. Ces militants ne sont jamais sollicités. Donc à vous entendre, le RDPC c'est à la croisée des chemins, mais il y a beaucoup à faire pour... en vérité, c'est pas très intéressant pour nous le renouvellement des organes de base des organes en tout cas, je reviendrai à vous pour ce qui est... du jeu de l'opposition en ce moment. Vous avez écouté Marcos Mandeki certainement avec beaucoup d'intérêt. Il y a des divisions internes, ça il l'a souligné tout à l'heure. Il a également souligné que des chargés de mission qui ont été envoyés sur le terrain ne font pas toujours le travail qui a été celui pour lequel ils ont été envoyés. Il y a également une sorte de jeu de coalition, de conciliation. Est-ce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe, le RDPC en sortira requinqué ou affaibli? Toujours sortira grandi de cet événement. Et je vous dis, dans le RDPC, les renouvellements, c'est le moment pour les hommes politiques de présenter leurs projets.
il ne peut pas manquer quelques petits querelles, quelques petits soucis. En politique, cela existe. Mais lorsqu'on sort de là, on est encore plus fort. Je mets M. Mandeki à défi de me dire quelle est l'éminence cadre du parti du RDPC qui a démissionné, comme ça démissionne beaucoup là-bas au SDF, comme son parti est déjà moribond et on ne sait même plus où se trouve le président. L'AFP n'existe plus. Donc, le RDPC sait faire sa mue, le RDPC sait animer le jeu politique et à la fin des élections, s'est sorti un peu plus renforcé, un peu plus fort. Mais pensez-vous justement que les directives qui avaient été dictées par Paul Biya, qui est d'ailleurs votre président national, seront ou sont appliquées sur le terrain quand on retrouve davantage le jeu électoral est quelque peu faussé d'avance. Il y a des gens qui se rencontrent en petits comités pour former des listes, pour proposer des listes consensuelles, des listes uniques, finalement aux militants. Est-ce que le RDPC cessera enfin d'être ce parti de cadre pour devenir un parti de base ou de la base, comme le suggère le président Biya? Ce qui fait la force du RDPC, c'est parce que c'est un parti de base. Aujourd'hui, je suis en contact avec Mandedi. Je crois qu'elle avoisine les 70-75 ans. Elle est militante du RDPC depuis près de 33 ans. Et je crois qu'elle a été décorée. Il y a des militants comme ça qui sont religieusement acquis à la cause du RDPC. Qui constitue en principe peut-être le bétail électoral. Non, pas le bétail électoral. Qui savent pertinemment quelle est la vision que le chef de l'État a vis-à-vis de ce pays, qui savent pertinemment quelle est l'importance du RDPC dans la gestion de ce pays. Et Mandedi occupe quel poste au sein du RDPC? Elle est présidente de comité de base. Une fois de plus, ça peut être 33 ans, alors qu'il y a des militants qui à peine sont entrés au sein du RDPC, qui occupent des postes de membres de bureau. Je vous assure qu'elle assure cela avec beaucoup de gaieté, beaucoup de fierté. Et je compte mettre cette militante sous le soleil des médias parce qu'elle n'a jamais voulu être présidente de sous-section. Elle est véritablement à la base, elle adore ça. Et le moment venu, je vais vous présenter cette militante qui a félicité. Je vais dire ce qui est très important, c'est que notre parti est un parti proche du pouvoir. Nous disons proche du pouvoir parce que ce n'est pas seulement le RDPC qui est au pouvoir. Il y a des alliances, il y a un certain nombre d'éléments qui constituent le fait qu'il y a aussi d'autres éléments qui participent de la gestion du pouvoir. Et Mandé qui parlait tout à l'heure du bilan. Le bilan du président Biya est très élogieux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, on était à 7 provinces. On est arrivé à 10 provinces. Nous sommes même arrivés à 10 régions. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Aujourd'hui, il y a déjà un Sénat qui fonctionne avec des sénateurs qui vont s'occuper des problèmes locaux. Je ne vais pas vous parler de Bakassi qui était un mouroir où aujourd'hui les Camerounais vivent en paix. Nous avons pris Bakassi dans la paix en justice. Nous sommes allés à La Haye. Et je vous assure qu'aller à La Haye, pour pouvoir être en justice sur le plan mondial, il faut avoir une diplomatie très très puissante. Je crois que nous avons Bakassi. Je ne vous parlerai pas des projets structurants du port qui est déjà en 99% déjà réalisé, de Lompanga, de Meking. Je ne vous parlerai pas de l'université fédérale qui était tellement remplie où on a décongestionné. Nous sommes à 8 universités, des très grandes écoles. Nous avons l'Institut des sciences halieutiques, nous avons l'Institut des minéraux, nous avons l'Institut du Sahel. Je crois que... Des beaux-arts, hein, en des beaux-arts. Hein? Les gens le savent passer. Il y a déjà les beaux-arts où on fait l'architecture, l'urbanisme, la musicologie. Donc, le chef de l'État travaille pour ce pays, il travaille tous les jours. Et je peux vous dire que je ne vais pas nier le fait que en politique, il y a toujours des éclats de voix. Vous savez, lorsqu'on est en compétition, c'est tout à fait humain qu'on puisse effectivement avoir des éclats de voix. S'il n'y a pas des éclats de voix, ça veut dire qu'effectivement, les jeux sont pipés, tout est réglé à l'avance. Donc, il y a toujours des éclats de voix. Mais je vous assure que ce qui est épatant dans notre parti et ce qui est intéressant dans notre parti, c'est qu'à la fin de tout cela, nous entrons dans les rangs et nous combattons pour conserver le pouvoir. Parce que je vais le dire à M. Mandeki, Paul Biya est l'homme de la situation pour 2018. On ne peut pas laisser tous ces projets structurants, on ne peut pas laisser le problème Boko Haram, on ne peut pas laisser ce pays à des mains expertes. Il faut qu'il parachève son travail. Inexperte.
Donc il faut qu'il parachève ce travail. Et lorsque nous savons qu'en face, il n'y a personne, nous ne pouvons pas nous donner notre pays à quelqu'un qui ne sait lire ni écrire. Nous ne pouvons pas donner notre pays à un parti qui s'est formé en coalition et qui n'existe plus. Et donc quelques militants courageux arrivent dans les télés pour parler de l'AFP. Hein? Nous ne pouvons pas. Donc nous savons pertinemment que le chef d'État est l'homme de la situation. Marcos Mandeki, vous avez suivi un discours suffisamment dithyrambique du travail abattu par M. Ce n'est pas dithyrambique, c'est la réalité. Est-ce que ce n'est pas vérifiable? Vous avez également écouté un certain nombre d'éléments qui peuvent concourir au redynamisme ou à la vitalité d'une formation politique comme celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Raison de plus pour moi de vous reposer cette question. Quand le RDPC est en mouvement, que font les autres formations politiques, notamment l'AFP? Ils sont au quartier, ils ne font rien. Il faudrait reconnaître quand même que la gestion des partis politiques, surtout ceux de l'opposition, n'est pas une chose assez évidente. Non, c'est évident. Si vous êtes incompétent, c'est tout. Non, ils sont incompétents. C'est pas évident de quoi ils sont incompétents, c'est tout. Vous voyez bien que les militants du RDPC ne sont pas courtois et disciplinés. Non, je voudrais dire que si vous voulez qu'on parle de l'AFP, de l'Alliance des forces progressistes. Oui, vous devez aussi nous parler de l'AFP. Globalement, je ne peux pas de manière vraie parler de tous les partis politiques de l'opposition. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont actifs et certains qui ne sont pas du tout actifs. Ça, il faut le reconnaître. Et l'AFP dans tout cela? Non, l'AFP, il faut reconnaître que l'AFP a perdu quelques plumes. C'est-à-dire que le souffle n'est plus le même que ce qui a été lors de sa création ou alors lors de ses premières années d'existence. L'AFP est morte. Ce qu'il faut noter notamment, c'est que il y a une préparation d'un congrès qui est en train de se faire pour pouvoir mettre sur pied un nouvel organe dirigeant, mais de manière réelle, sur la base. Il y a des comités municipaux qui sont en train de renaître, qui sont en train d'être mis sur pied. Personnellement, j'ai accompagné une délégation qui a fait le tour de la région du littoral pour contacter des acteurs qui n'avaient jamais fait de la politique, certains qui ont été des militants de premier rang et qui se sont essoufflés. Non, ça, je reconnais que ça a été très difficile pour l'AFP à un certain moment, mais j'ai bonne foi que nous allons essayer de retrouver déjà le niveau qui était le nôtre il y a quelques années de cela et de participer de manière efficace à la discussion, au dialogue politique au sein de notre pays. Mais on ne peut pas se limiter en tant qu'opposant au système en place à une seule formation politique, même si on appartient à justement, quand on regarde l'une des meilleures formations politiques, l'opposition, notamment de social-démocratie, qui est totalement divisée, notamment pour ce qui est de sa branche du littoral, totalement divisée, même sur le choix des hommes. Est-ce qu'à cette allure, on peut croire que l'opposition camerounaise peut proposer une alternative sérieuse pour l'alternance? C'est une preuve de dynamisme au sein de cette formation aussi. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de Dieu dans cette formation politique. On peut comprendre que le débat est ouvert, le débat est contradictoire. Il y a des clans qui se forment. Le débat peut-être au niveau de la base, mais pas au niveau du sommet, parce que le débat ne se pose pas au niveau de Foundi. Même au niveau du sommet, on parle d'une région quand même, une région d'une formation politique qui a des députés à l'Assemblée nationale qui dirigent des mairies sur le plan régional. Ça veut dire que le leadership est déjà au niveau national, parce que lorsque vous vous attaquez à un président régional, cela ne peut ne pas avoir d'impact sur le plan national, parce qu'il y a toujours des alliés, il y a des alliances au niveau national pour pouvoir conquérir des circonscriptions sur le plan local. Je voudrais dire donc que les divisions ou alors les guerres au sein... Justement, vous semblez vous-même minimiser la force de cette formation politique, parce que que dirait un député, par exemple de Voreilles, au sein du RDPC? Il ne présenterait pratiquement à rien. Je doute même fort que le député de l'Ouest sache comment on appelle celui
Devoré-Est ou celui de Devoré-Sud, notamment au Nankono. Donc, à dire que le RDPC reste quand même cette grande force qui, jusqu'à preuve de contraire, pourrait toujours faire vaciller l'autre. Non, vous savez très bien que lorsqu'on parle du RDPC, M. Mekin a dit tout à l'heure que le RDPC est un parti proche du pouvoir. Non, ce n'est pas réel. Le RDPC est le parti au pouvoir, c'est-à-dire que qui réglemente tout, qui décide de qui peut être son allié et qui ne peut pas l'être. Et il y a des alliés objectifs et des alliés subjectifs. Donc tout dépend de l'orientation qu'on voudrait bien se donner à un certain moment donné. Quand vous allez consulter l'UNDP, ils vont vous dire le jour qu'ils sont de l'opposition, et certains vous diront, à l'intérieur toujours de cette formation politique, qui sont un parti gouvernemental. Vous voyez donc que ça dépend des intérêts à un moment donné et selon le climat politique qui se présente en ce moment-là. Donc nous avons des échéances dans 3 ans. C'est normal que ça bouillonne. Même s'il y a des formations politiques qui ne sont pas assez actives en ce moment, ce qu'on peut valablement reprocher, parce que la politique doit se faire au quotidien, c'est-à-dire matin, midi, soir, l'homme politique doit parler politique. Il ne faudrait pas attendre l'approche des échéances électorales pour pouvoir s'activer. Ça, on peut reconnaître quand même que ce qui est en train de se passer au RDPC est une chose normale que devrait vivre tout parti politique qui ambitionne conquérir ou alors conserver le pouvoir. Donc, au RDPC, c'est ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont sortir de là grandis, mais il y a des séquelles. Vous savez, il y a des disputes qui ne peuvent pas vous permettre de sceller l'amitié. C'est-à-dire quand vous allez très loin sur un certain nombre de désaccords, et il est difficile à un certain moment que vous puissiez à nouveau vous mettre en parfaite harmonie. Je crois que le moment venu, nous allons exploiter cela. Nous sommes des acteurs politiques du terrain, pas seulement des médias. Nous observons de très près ce qui se passe au sein du RDPC et nous saurons exploiter ça de manière locale pour des échéances à venir. Beaucoup de militants auraient d'ailleurs démissionné du côté de la Benoué à cause de quelques... On parle pratiquement de 300 militants qui auraient démissionné. Non, les militants du RDPC démissionnent un peu partout, un peu partout au Cameroun. Ces divergences-là, on sait également que le RDPC, à cause de cette divergence, bien que André Termeka ait refusé de l'accepter, ces divergences ont quand même entraîné la chute du RDPC dans le CAM, où le RDPC a perdu la mairie de ce côté. On sait également que dans le département du Vori, le RDPC a perdu une mairie, toujours à cause de ces divisions internes. Donc, peut-être qu'au sortir de cette opération-là, parce qu'à regarder et à scruter et à suivre cette actualité, on sait justement que les divisions sont déjà là, elles sont internes. Est-ce qu'au sortir de cela, vous avez dit, le RDPC en sortira requinqué? Non, mais je vous assure que le RDPC sort toujours requinqué. Vous me parlez de Yabassi, c'est une situation que je connais bien. Il y a eu, en fait, c'était un problème RDPC. Et dans le RDPC, il y avait un leader que le peuple kamois aimait beaucoup, Nyamsi, et certains aimaient Kwedi. Ben, effectivement, lorsque Nyamsi n'est pas arrivé, le même RDPC a fait l'alliance avec, Olivier Billet, le parti de Olivier Billet, pour effectivement faire en sorte que préserver les acquis de ce leader-là. Et je peux vous dire que ces militants RDPC qui ont soutenu le parti d'Olivier Billet sont extrêmement présidentialistes. Ils sont toujours dans le RDPC. Donc, c'est le RDPC. Et vous aurez l'occasion de le constater lorsque la présidentielle arrivera. Vous allez voir que tout le CAM est présidentialiste. Je ne nie pas qu'il y a des soucis. Je ne nie pas qu'il y a des soucis, mais je dis, lorsque nous sortons de ces échéances, nous nous mettons tous dans les rangs. Parce que chez nous, dans notre parti, que je connais depuis près déjà de 20 ans, depuis l'université, tout le monde le sait, j'ai été dans le rassemblement des diplômés pour l'enseignement supérieur, pour le renouveau, et j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du RDPC. Après les élections, le secrétaire général du parti dans le monde, les élections sont finies, on se remet dans les rangs pour travailler pour le RDPC, pour aider le chef de l'État à aller vers l'émergence. Ce que je vais dire, moi je vais vous résumer l'opposition. Vous parlez beaucoup du RDPC. Je vous informe que l'AFP est moribonde. Moi je vous informe.
que l'AFP est moribond, que ce parti qui a été acheté à Sédine Fils du Nord par Ben Mouna, il n'a pas pu travailler dans ce parti. L'AFP est moribond. Je vais vous parler du SDF. Le SDF est devenu pratiquement un comptoir des riches. Les gens partent acheter les postes de députés pour être investis, mais pour pouvoir aller au pouvoir, c'est un comptoir. Il faut le dire. Moi, je vous le dis, c'est un comptoir. C'est un comptoir et beaucoup de militants se demandent si le SDF va y arriver parce qu'aujourd'hui, ça devient le cocon, le refuge de tous ceux qui ont les moyens pour être députés. Et il m'a semblé à l'époque même que Albert Zongan voulait rallier le SDF pour avoir un strapontin pour être député. C'est tout un comptoir là-bas dans le SDF. Il faut donner quelque chose à Fondu pour être investi. Je vais vous parler de qui? Je vous parle de l'UDC. L'UDC aujourd'hui qui a un problème sérieux que la famille Ndamjoya a hypothéqué l'UDC, où madame est députée, monsieur est maire et qu'il n'y a personne qui est soutenu pour pouvoir représenter le parti. Je vais vous parler de qui? Du MP où il y a 2 militants, Zipan et monsieur Ekindi. Et Zipan même qui a des problèmes aujourd'hui parce qu'on dit que c'est le Mboa, le parti de Sawa. Je vais vous dire, la solution c'est le RDPC. La solution c'est le RDPC parce que nous avons choisi un mode de rassemblement où nous rassemblons tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous avons un champion, le président Paul Biya, qui est un maître du consensus. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un maître du consensus. Quand il dit qu'on choisit qui on veut, on ne choisit pas qui on veut. L'UNDP est un parti qui a compté dans le nord. Et parce que c'est un parti qui a compté dans le nord, l'UNDP a approché le RDPC, il y a eu un consensus et ils travaillent ensemble. Et il y a également l'UPC qui travaille effectivement avec le RDPC. Il y a le MDR. Et je vais vous signifier que le MDR, c'est les agijoïstes les plus radicaux avec les Belobouba. Ils travaillent aujourd'hui dans le RDPC. Mais de quoi parle M. Mandeki? C'est un président du consensus et on ne travaille, M. Mandeki, avec ceux qui sont importants, ceux qui sont intéressants sur le terrain. Voilà. Permettez-moi de chuter. Je vais chuter en disant que le peuple camerounais est conscient et le peuple camerounais n'est pas un dupe. C'est un peuple alphabétisé. Hein. Nous sommes à 80% d'alphabétisés au Cameroun. Ils savent que l'homme de la situation, c'est le président Paul Biya. Au regard de tous les soubresauts, de tous les pots de banane que l'opposition peut mettre sur son chemin, que certains pouvoiristes qui viennent dans le RDPC pour faire sauter le RDPC de l'intérieur peuvent faire, nous restons dans le cap. Ce cap, c'est lequel? C'est amener le Cameroun vers l'émergence. C'est réaliser tous les projets structurants qui peuvent amener à ce que le Cameroun améliore ses conditions de vie. Il a dit, il voudrait que les Camerounais gardent de lui celui qui a amené la prospérité et la démocratie. Sur le plan démocratique, nous sommes sur ce chemin, ça se passe bien. Sur le plan de la prospérité, je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent déjà voir le bout du tunnel. Je vous permets de répondre à André Tormeka. Parce que non, je ne peux pas. Je ne veux pas répondre. Je veux pas répondre. Pensez-vous justement, j'en profite pour vous poser la question, pensez-vous que les Camerounais tiendront de M. Biya comme l'homme qui a apporté la prospérité et la démocratie dans ce pays? La démocratie, non, je crois qu'elle n'existe véritablement pas. C'est vrai qu'on peut parler de multipartisme, c'est-à-dire l'existence de plusieurs formations politiques. Mais dans ce cas, ça existait avant 1982. Oui, maintenant la démocratie c'est autre chose, c'est quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire que pour qu'il y ait démocratie, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de consensus entre les acteurs, qu'ils soient des acteurs de la scène sociale ou des acteurs politiques. Il faudrait quand même que les règles soient, qu'il y ait un minimum d'éléments positifs dans ce qui réglemente le jeu politique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le code électoral, c'est un code qui n'est pas quand même conséquent par rapport à l'évolution, à la mentalité camerounaise. Monsieur Meke a dit aujourd'hui que le Cameroun, c'est 80% de personnes alphabétisées. Lorsque vous avez quelqu'un qui obtient son baccalauréat à 16 ans, à 17 ans, lorsqu'on vous dit que vous pouvez faire la prison à 18 ans et qu'on vous dise que vous ne pouvez pas voter à 18 ans, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut revoir l'âge électoral. Il faudrait bien qu'il y ait un bulletin unique. Il faudrait bien qu'il y ait des élections à 2 tours. Ça, c'est le minimum. Lorsque vous êtes fort, lorsque vous pensez être fort, vous acceptez les règles qui peuvent permettre qu'il y ait un jeu équilibré. C'est-à-dire que si le jeu est clair,
s'il n'y a pas de tricherie, ça veut dire que nous allons accepter que oui, à tel niveau, le RDPC est fort. Ici, c'est Is Formation qui est beaucoup plus forte. Ainsi, nous allons reconnaître nos faiblesses et accepter que ceux qui sont en face sont beaucoup plus forts. Mais lorsque le jeu n'est pas clair, lorsqu'il est obsolète, lorsqu'il n'y a pas de visibilité dans le règlement, lorsque celui qui conçoit le règlement met tout en sa faveur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les arbitres sont nommés par lui. Ce n'est pas un secret de Pochiney que de dire que 99% même des membres de l'ECAM au niveau du conseil électoral ou alors des consultations qui n'ont servi à rien, monsieur Beka. Des gens ont fait des propositions, mais ces propositions n'ont pas été retenues. Si. De vous à moi, vous savez très bien que... On a proposé le cardinal Toumi, on a proposé Mme Arrête Ekwe, ils ont refusé. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Vous avez beaucoup de pour saboter ce système. Non, vous avez beaucoup, vous connaissez très bien Arrête Ekwe avec qui vous avez travaillé. Sûrement, vous savez les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté cette proposition. Non, c'est pour saboter le système. Non, c'était tout simplement parce que... décrédibiliser ce système. On a compris justement qu'il y a beaucoup de choses... Pour finir, je voudrais dire que je ne vais pas contredire Meka sur le bilan, semblerait-il élogieux qu'il a fait de M. Biaou ou du RDPC. Nous vivons tous au Cameroun, même s'il nous est arrivé quelquefois de partir de notre pays. Nous connaissons la réalité quotidienne. Nous savons ce qu'il faut, nous faisons pour pouvoir manger un bout de pain. Nous connaissons les difficultés que nous avons dans notre ville. Tout à l'heure, vous avez dit que le gouverneur viendra arranger la ville de Douala, comme s'il n'existe pas de délégué du gouvernement. C'est donc pas son rôle finalement. Comme s'il n'existe pas de... Mais si, vous avez dit qu'il va impulser la politique. Non, vous avez dit qu'il va apporter des choses nouvelles dans la ville de Douala. Mais ce n'est pas le gouverneur qui dirige une ville, monsieur. Il y a un délégué que vous avez nommé. Finalement, qu'est-ce qu'il fait donc? Oui, ce n'est pas le gouverneur. Monsieur, avec votre le gouverneur est là pour encadrer l'action administrative dans une région. Sont les présidents des conseils communaux. Mais c'est à tort. Nous avons parlé. Malheureusement, on n'a plus le temps. L'administration ne peut pas être au-dessus. Je donne juste un exemple. Les préfets sont les présidents des conseils communaux. Je vous dis donc que c'est à tort. C'est à tort. L'administration ne peut pas être au-dessus des élus. Nous allons parler maintenant de football. Nous allons parler en 5 minutes, peut-être moins, de football pour dire que les Lions indomptables du Cameroun ont fait honneur aux Camerounais en s'imposant facilement 3 buts contre 0 face à l'équipe du Niger à l'extérieur. 3 buts inscrits par Mbia Boubacar et Sali en 4 minutes en première période. Le match retour se jouera le 17 novembre prochain à Yaoundé. André Demoka, peut-on parler du temps de la relance? Oui, c'est le temps de la relance. Et je suis d'accord avec ceux qui pensent. Moi, je préfère gagner avec un Camerounais banc de touche et perdre avec un Camerounais banc de touche. Et je tiens à préciser devant tous les Camerounais qui nous regardent que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de score à la soviétique. 3 buts à 0. C'est grâce à un président de la FECAFOOT, Tombi Aroko pour ne pas le nommer, qui a pris sur lui de prendre la mesure de l'affaire en mettant un entraîneur local, M. Bellinga, aujourd'hui, sur lequel tous les espoirs sont permis. Et je dis, la reconstitution de l'équipe camerounaise, la relance de cette équipe est entre les mains non seulement des Camerounais seuls, mais de tous les Camerounais seuls qui devront, comme un seul homme, soutenir cette équipe et soutenir cet entraîneur. Donc, de point de vue, j'ai jubilé. Et je n'avais même pas besoin de jubiler parce que dès lors que M. Tombi Aroko a pris cette résolution de mettre un entraîneur camerounais, tous les Camerounais ont été d'accord sur ce principe. Et vous savez, à l'unisson, lorsque nous sommes unis sur une même cause, les fruits ne peuvent être que mûrs. Peut-on croire que les Lions indomptables sont sortis ou sortent progressivement de leur où sont-ils nés de leur centre? C'est la question que je voulais poser. Mais quels sont avec John Kep et quels sont les indices qui vous permettent de poser dans cette question-là finalement? Un très beau match contre le Niger, 3 buts à 0. Mais sérieux. Un nouvel encadrement. Non, de manière un peu plus sérieuse. Lorsque le Cameroun gagne le Niger 3 buts à 0. Il n'y a plus de petite nation de football. Non, vous étiez dans le doute avant ce match-là. Tout le monde était dans le doute. Ah, mais si tout le monde était dans ce doute, c'est que le Cameroun est vraiment dans le caniveau. Parce qu'il est impensable pour tous ceux qui connaissent le Cameroun sur le plan du football qu'on s'imagine que le Cameroun puisse perdre face au Niger. Ça veut dire que il y a une reculade énorme et de manière beaucoup plus sérieuse. Nous ne devrons plus, si nous devons regarder nos acquis, si nous devons faire des projections sur l'avenir, jouer quand même avec un certain nombre d'équipes,
Parce que les équipes ne se valent pas. Soyons sérieux, quand vous regardez le Niger, son équipe est constituée de combien de professionnels? Combien de joueurs du Niger jouent dans des grandes équipes? Nous devons jouer, même si ce sont des matchs amicaux ou alors des matchs de compétition, nous devons nous évaluer aux grandes équipes. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, qu'on nous dise que M. Bellinga et M. Ndjonkep sont sur le banc de touche, je tiens à rappeler quand même, à l'endroit de M. Meka, qui le sait d'ailleurs très bien, que ce sont des entraîneurs intérimaires. Oui. Mais ils peuvent également être confirmés. Ils peuvent, mais dans quel délai? Avez-vous eu leur cahier de charge? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez le salaire que ces deux entraîneurs-là ont? Pas du tout. Donc c'est important. C'est vrai que je suis pour que les Camerounais, qui ont beaucoup de mérite d'ailleurs, ça il faut le reconnaître en tant que technicien de football, mais il faudrait qu'on leur donne un agenda clair, qu'on leur dise voici vos missions et vous avez tel délai pour pouvoir atteindre les objectifs qui vous ont été fixés. Et les mesures d'accompagnement, ce sont les moyens. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise à M. Bellinga et M. Ndjonkep qui n'ont pas pu atteindre les objectifs que nous ignorons parce qu'on ne leur a pas donné les moyens. Combien ils touchent ces gens-là? Ou alors ils sont considérés comme des professeurs d'éducation physique. Il faudrait qu'on leur donne les moyens, qu'on mette des technologies à leur portée, c'est-à-dire que ce soit rassuré qu'ils aient Internet à leur disposition, qu'ils aient des archives à leur disposition, qu'ils aient des moyens financiers assez quand même conséquents qui vont leur permettre de faire non seulement le boulot, mais de ne pas racketter les joueurs, de ne pas se sentir complexés vis-à-vis de ces professionnels-là. Non, je veux dire de manière fondamentale, il y a beaucoup de choses encore à faire. La réforme du football camerounais n'a pas encore commencé. Le football, ce n'est pas l'équipe nationale du Cameroun. Le football, c'est dans les quartiers, c'est dans les lycées. Le football, ce sont des infrastructures. Moi, je suis né à Bepanda, j'ai grandi à Bepanda. Il n'y a plus de football. Dans mon quartier, il n'y a pas de stade où on peut taper au ballon. Quand vous regardez à Dedo, vous avez un seul endroit au niveau de l'école publique de Dedo où les gens peuvent encore jouer. Mais quelle est la population de Dedo par rapport à cette infrastructure sportive-là? Que font les mairies? Est-ce que les mairies essayent de mettre à la disposition des citoyens des espaces, des aires de jeu pour pouvoir pratiquer sainement le sport? Aujourd'hui, on nous parlait des maladies cardio, des maladies du cœur qui sont dues au manque de la pratique du sport. Mais il faudrait que les collectivités locales puissent mettre à la disposition de leur population des éléments qui vont leur permettre d'avoir des corps bien. Que l'État, par le biais de la présidence de la République, du ministère des sports, du premier ministère, du ministère des Finances, permettre qu'il y ait des infrastructures. Dans une ville comme Douala, il n'y a pas d'aire de jeu. C'est compris. On espère justement qu'avec malheureusement le temps qui est imparti à cette émission arrive à son terme, on espère que avec la coupe ou avec les coupes des nations de football, CAN féminine 2016 et masculine 2019, on aura quand même des infrastructures 2016, c'est dans quelques mois, adéquates. André Terombeka, malheureusement, on va sortir de cette émission sans dire un mot sur Tombia Rocco. Il a été suspendu, annulé. Que s'est-il passé vraiment en quelques secondes? Bon, disons que la chambre d'arbitrage de réconciliation, certainement, a donné un verdict sur l'annulation du processus. Et je crois que la FECAFOOT, qui est une institution républicaine, notamment celui qui l'incarnait, Tombia Rocco, je crois qu'aujourd'hui on se retourne vers l'État. Parce qu'on ne peut pas faire le tour du monde, aller au TAS sans d'abord se retourner vers l'État. Et il faut le dire, la charte du sport du Cameroun dit que l'État est garant du sport camerounais, du fonctionnement du sport au Cameroun. Donc, il faut d'abord se retourner vers l'État pour avoir la position de l'État par rapport à cette bataille. Et par la suite, certainement, je crois que si l'État n'a pas son mot à dire, et je crois que l'État a son mot à dire, on va se retourner vers le TAS. Et la position de l'État, c'est celle qu'a adoptée la chambre de conciliation et d'arbitrage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas la position de l'État, c'est la position d'un lobby. Vous vous comportez exactement comme l'ancien ministre de la Culture. Vous vous comportez comme l'ancien ministre de la Culture qui avait refusé
de pouvoir se plier. Est-ce qu'on a dit qu'on... Non, mais est-ce que la FONCAFOOT a dit qu'il refuse? Pourquoi vous vous retournez vers le président de la République ou bien vers l'État lorsqu'une décision juridique a été prise? Non, parce qu'effectivement, la charte du sport du Cameroun dit que l'État est garant du fonctionnement du sport au Cameroun. Mais être garant, ça veut dire que accepter, prendre des dispositions pour que les décisions qui ont été prises puissent être appliquées. C'est de ça qu'il s'agit. On ne refuse pas. Mais il faut d'abord regarder l'État et si cela n'est pas possible, on aura le temps. On aura le temps de revivre cette information-là parce que c'est depuis jeudi dernier que cela est tombé comme un couperet, est tombé à Rocco, l'élection qui a conduit à... qui était sur la bonne lancée, il faut le dire, parce que c'est lui qui a l'élection qui a conduit, qui a porté Tombé à Rocco à la tête de la Fédération camerounaise de football a été annulée purement et simplement. On espère justement, comme a dit André Le Tormeca, que la situation va se développer. Si le TAS ne réagit pas, ils iront au TAS, a-t-on appris. Toujours est-il que nous allons suivre avec beaucoup d'attention cette actualité-là, et si tel est le cas, on reviendra ici même poser le problème du football et de l'éternel recommencement. Malheureusement, c'est à croire que le professeur Grégoire Rona, Joseph Rona et les autres n'ont pas fait le travail pour lequel ils avaient été envoyés sur le terrain. Non, ils ont fait le travail. Ce sont les grands militants du RDP. Non, ils ont fait Merci André Le Tormeca. Oui, je vous remercie. Ils ont fait ce travail. Et je tiens à le préciser, vous le permettez. Vous le permettez. Les textes, ce n'est pas la compétence, c'est la philosophie des textes. Et la philosophie des textes n'intéressait pas les opposants parce qu'ils n'avaient pas la mesure de pouvoir faire accomplir ces textes. Ok, c'est compris. Merci, Marcos Wandé. C'est moi qui vous remercie, M. Nyopé. Je remercie aussi M. Luther Mekin. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec lui. J'espère qu'il va être élu dans l'une des structures de son parti parce que il faut quand même noter qu'ils sont très rares, les jeunes au sein de cette formation politique-là. Donc avoir un cadre comme lui au sein du RDPC, je crois que c'est une chance pour ce parti-là. Aux dernières informations le concernant, je trahis peut-être pas un secret, il est secrétaire d'une sous-section et peut-être qu'il va l'empiler dans le cadre de ces renouvellements. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis pendant tout ce temps. On s'excuse pour la qualité pitoyable de cette voix. Nous sortons progressivement d'une grippe qui nous a suffisamment alité. On espère avoir été à la hauteur de ce débat. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.